Le journal de Télémiroir, ce soir, c'est avec Philippe Rec. Bonsoir Philippe. Bonsoir Pierre-Paul. Vous allez nous parler de la venue de Nicolas Sarkozy. Le président de la République sera demain à Nîmes. Et puis le théâtre de Nîmes présente son expérience japonaise, deuxième édition. Les violences à l'école, c'était un séminaire aujourd'hui. Et puis un retour sur l'actualité de ce week-end. C'est à vous Philippe. Nous allons commencer par une nouvelle attristante. Le producteur, réalisateur, acteur et scénariste Claude Berry est mort aujourd'hui des suites d'un accident vasculaire cérébral. On lui doit des œuvres majeures comme Ciao Pantin, comme Germinal ou Uranus, pour ne citer que celle-là. Claude Berry a été aussi le producteur d'œuvres qui ont connu un vif succès, comme a pu en témoigner le box-office. Astérix et Obélix contre César, Mission Cléopâtre et plus récemment, Bienvenue chez les Ch'tis. Il a également connu un vif succès avec l'adaptation de Jean de Florette et Manon des Sources de Marcel Pagnol, tournée dans le sud de la France, dans la campagne de Graveson, précisément. Le 7e art perd une étoile qui brillera désormais dans le ciel. Et puis, plus près de chez nous et plus prosaïquement, ce problème de circulation entre Nîmes et Uzès. La commission des routes du Conseil général du Gard fait savoir que dans l'attente d'un examen plus précis des dégâts, la fermeture de la route départementale 979 a été décidée effectivement en amont du pont Saint-Nicolas. Une suite de rochers en est la conséquence. Ces chutes de pierre depuis les falaises en bordure de route se sont produites après l'épisode neigeux et les périodes de gel-dégel de ces derniers jours. Alors, les itinéraires conseillés pour aller d'Uzès à Nîmes, prendre la route départementale 980 jusqu'à Romoulin, de l'emprunter la RD 6086 jusqu'à Nîmes. Pour aller de Nîmes vers Uzès, on peut faire le contraire, mais alors plus court. On peut prendre la route d'Uzès. 11 km de Nîmes, on tourne à droite pour prendre la RD 135 jusqu'à Pouls. Et de là, on rejoint Cabrières. Et Cabrières, après, il est tout à fait aisé d'aller à Colias. Et de Colias à Uzès, c'est pas très simple, mais c'est la seule solution retenue. C'est dommage parce qu'elle est jolie cette route du pont Saint-Nicolas. Très belle, mais c'est vrai qu'on voit il y avait des infractuosités déjà naissantes dans les rochers suite à ces gels-dégels successifs. Et effectivement, c'est très dangereux quand on passe. C'est un petit peu c'est pas la loterie, c'est plutôt la roulette russe parce qu'on ne sait pas trop ce qui peut se passer. Faut pas prendre des trucs sur la tête. Il y aura des problèmes de circulation également demain à Nîmes probablement. Demain, mardi 13 janvier, le président de la République visitera la capitale gardoise pour présenter ses vœux au monde de la culture. Une cérémonie qui se déroulera au sein de Carré d'Art et qui devrait modifier sensiblement les conditions de circulation dans le centre-ville nîmois. Le point sur les perturbations attendues avec Nicolas Pinchino et Olivier Michel. La venue d'un chef de l'État ne s'organise pas sans mal ou gêne. Demain, dès 7 h et jusqu'à 13 h, la circulation sera interdite sur les secteurs des arènes, les boulevards Victor Hugo et Daudet ainsi que leurs rues adjacentes. L'accès du centre-ville pour les piétons sera possible jusqu'à 9 h, puis seules les personnes invitées au Carré d'Art pourront pénétrer le périmètre. Les bus Tango ne fonctionneront pas en centre-ville et une vingtaine d'organisations syndicales et associations culturelles ont prévu de manifester à 11 h sur le parvis des arènes. Monsieur Sarkozy vient à Nîmes parler de la culture, mais on est en train de saboter le centre de Val-de-Gour. On est en train d'arrêter le festival de Val-de-Gour. Donc je crois que là aussi c'est un moyen d'exprimer, mais la culture elle s'adresse à tout le monde et nous voyons bien que dans cette ville, en matière de culture, mais ça dépasse d'ailleurs la ville, puisque ce rassemblement au niveau de la culture va regrouper des personnes qui vont venir de l'Hérault, du Vaucluse, mais aussi un appel au niveau national. Les représentants de la FDSEA et des jeunes agriculteurs gardois ont également prévu de manifester de Calvisson. Des colonnes de fumée devraient accueillir l'avion du président, marquant ainsi le deuil de leur illusion et le risque de voir leurs terres transformées en friches. Voilà, par ailleurs, des réactions émanant des groupes d'opposition. Pour le groupe socialiste, Alain Fabre-Pujol et Michel Elbaz apprécient la visite du président de la République, mais ils voient de grands frais pour une visite d'1 h 30. Et puis aussi, ils émettent quand même quelques critiques sur la politique culturelle de l'actuelle majorité municipale. Les jeunes agriculteurs et la FDSEA également, qui ont appelé à une manifestation. Demain, on ne connaît pas les détails. Ça devrait démarrer à Calvisson. Et nous passons à l'heure du Japon, comme on l'a vous annoncé. Et pourquoi pas pour la deuxième le pays année du soleil levant. Pour la deuxième année consécutive, la capitale gardoise arborera les couleurs du Japon. Pendant 5 jours, danseurs et musiciens japonais donneront 16 spectacles en différents lieux dans le cadre de la 2e biennale
de l'expérience japonaise. Tous les détails sur ces rendez-vous culturels avec Nicolas Pinchino. Après le succès rencontré lors de la première expérience japonaise, la deuxième édition de cette biennale est de retour du 24 au 28 mars 2009 sur la ville de Nîmes. Et lorsqu'on a lancé la première expérience, on savait pas tellement dans le fond quelle voie on allait défricher. On savait qu'on avait un beau projet, mais on s'est rendu compte que même après l'avoir fait, du retentissement que ça a eu, de l'impact que ça a eu et de ce que ça a provoqué aussi chez le spectateur, mais chez nous aussi, cette rencontre, cette découverte des artistes japonais. Une manifestation qui, pour sa deuxième expérience, est déjà la plus grosse rencontre d'artistes contemporains japonais sur le sol européen. Il y a une évolution, on va dire que peut-être la programmation est plus accessible. Paradoxalement, parce qu'en poésie on aurait pu aller dans quelque chose de plus pointu. Je crois que la première édition est extrêmement pointue. Là, elle est plus accessible, on va dire plus tout public. Ça ne veut pas dire qu'il y a une baisse d'exigence, bien au contraire. Mais peut-être c'est des artistes qui ont peut-être déjà plus d'assises au Japon et donc qui sont déjà un petit peu connus en Europe. Un programme qui a été présenté ce lundi matin avec, en duplex du Japon, Frank Stauffer de chez Sonor, qui dévoilait en exclusivité le visage des monstres qui envahiront la ville à l'occasion de cette deuxième expérience japonaise. Prévenir la violence chez les enfants dans le cadre du loisir et à l'école, tel était le thème développé ce lundi 12 janvier lors de la journée départementale de réflexion. Une journée organisée au centre de congrès Agora à Nîmes par la jeunesse plein air. Un reportage d'Olivier Michel. Quelle politique éducative dans un centre de loisirs ou comment les animateurs doivent-ils gérer certains comportements violents chez les jeunes? Telles étaient les principales problématiques posées aujourd'hui par les membres de la jeunesse en plein air, un réseau laïque qui organise des vacances et loisirs pour les plus démunis. En France, 3 enfants sur 10 encore ne peuvent pas partir faute de moyens. Donc on est très impliqués dans ce qui est les loisirs éducatifs. Et on a toujours entendu parler par les médias de la violence, cette violence. Donc nous, on veut le démystifier, ça. Démystifier et comprendre. Et pour ce faire, c'est un sociologue, Bernard Billet, et un professeur en sciences de l'éducation, Jacques Pain, qui sont venus dresser un constat de la violence chez les jeunes. Alors le constat qu'on peut faire, c'est qu'aujourd'hui, on a une montée des discours plutôt négatifs sur la jeunesse, des discours, je dirais presque sécuritaires, etc. Et qu'en même temps, on voit bien qu'un jeune ne peut se construire que si on s'appuie sur ses ressources personnelles. Et que tout le travail aujourd'hui de l'éducation, c'est justement... Et des politiques de jeunesse, c'est travailler justement sur la reconnaissance de ces ressources et à partir de ces ressources, aider les jeunes individuellement et collectivement à se construire. Reste que la notion d'individu se heurte actuellement à celle de la mondialisation, d'où la perte de repères dans la construction de l'enfant. Une construction qui, selon Jacques Pain, interviendrait entre 0 et 3 ans. L'éducation à l'école est très importante, mais comme cette journée veut le montrer, il n'y a pas que l'éducation à l'école. Il faut retourner en direction des familles, il faut retourner aussi vers les associations, il faut travailler dans la dimension d'une complémentarité associative, d'un travail de terrain dans laquelle, dans des municipalités, dans des quartiers, dans des endroits problématiques ou non, les personnes se mettent en groupe, en collectif, pour essayer de restaurer une image éducative. Parce que le vrai problème aujourd'hui, c'est ce que j'appelle moi la micro-éducation, c'est-à-dire d'avoir une formation des attitudes, un travail d'attitude, un travail de démocratie à la base, qui fait que la société puisse réapprendre les mécanismes qui sont les nôtres pour vivre en groupe et vivre en société. Autre phénomène notable, une violence qui toucherait des enfants de plus en plus jeunes. Il y a une certaine précocité, une certaine maturité qui va se manifester aussi sur le terrain de la délinquance. Mais par exemple, un seul détail, après 25 ou 30 ans, la délinquance, au sens où on l'entend, la délinquance des jeunes tombe d'elle-même. Ce qui va rester, c'est la délinquance criminelle, le banditisme, l'organisation criminelle, etc. Mais c'est plus du tout de ça dont on parle. On pourrait se dire que la délinquance est un passage obligé de la jeunesse qu'il faut encadrer, contrôler et qu'il faut éduquer, mais qu'après tout, c'est un phénomène de mutation mondiale aujourd'hui et qu'il faut le prendre comme tel.
On a manifesté à Nîmes comme dans beaucoup d'autres villes en France samedi, Philippe. En effet, plus de 90 manifestations rassemblant environ 140 000 personnes ont eu lieu les 10 et 11 janvier dernier dans toute la France, soit pour dénoncer l'offensive israélienne dans la bande de Gaza, soit pour soutenir l'État hébreu. À Nîmes, la manifestation a été suivie par 2000 participants et la manifestation a été pro-palestinienne. Un compte rendu d'Yvonique Seguin sur des images de Nicolas Pinchino. 2000 personnes ont manifesté dans les rues de Nîmes en soutien aux Palestiniens. Les revendications sont multiples. On est réunis ici pour dire halte au massacre à Gaza. Nous voulons que le droit international soit respecté. Nous voulons l'application des résolutions de l'ONU. Nous voulons aussi, et comme l'a dit Mme Navi Pillay, le haut commissaire aux droits de l'homme des Nations Unies, nous demandons que les crimes de guerre soient punis et que la justice internationale soit la même pour tout le monde. L'aide humanitaire est également au cœur du sujet. Laissez passer l'aide humanitaire pour aider les enfants. Vous avez vu, il y a 13 ambulances qui ont été attaquées. Nous demandons exactement l'application du droit international tel qu'il est. Nous ne demandons pas plus, ni moins. Je dis ce qui se passe actuellement ne va pas dans le sens de la paix ni de la création de deux pays, Israël et Palestine. Ce qui était avant, les conditions, il y avait avant les conditions pour ça, mais Israël, avec son intervention actuellement à Gaza, il a tué tout espoir pour avoir la paix en Palestine. Pour le gouvernement d'Israël, la guerre menée dans la bande de Gaza répond aux attaques de roquettes sur des villages frontaliers israéliens. Les dirigeants de l'État hébreu, après 17 jours d'opération, ne semblent pas vouloir accepter un cessez-le-feu. Et retour à Nîmes avec une belle manifestation ce week-end et de belles mécaniques. Un rendez-vous précieux, s'il en est. Les 10 et 11 janvier 2009 auront été marqués à Nîmes par la 10e édition du salon Automoto Prestige Collection. La société Top Organisation avait choisi d'honorer la mémoire d'Ettore Bugatti, surnommé le patron. La célébrissime marque fête cette année un siècle de production automobile française, car si Ettore Bugatti est bien né à Milan, c'est à Molsheim, en Alsace, que le concepteur d'automobile avait choisi d'implanter ses usines en 1909. Quelques images de la du précieux salon. En même temps que Bugatti célébrait un siècle d'existence, le salon Automoto Prestige Collection fêtait son 10e anniversaire. Le génie inventif et créatif du Milanais avant-gardiste Ettore Bugatti était sous les feux de la rampe durant tout un week-end au parc des expositions de Nîmes par l'entremise de la société Top Organisation. 37 années de fabrication qui donnèrent naissance à plus de 7500 véhicules de grand luxe et de course, avec 28 modèles devenus depuis autant de symboles d'années fastes. Un palmarès qui se résume à 10 000 victoires et 27 records battus. Tous ces chiffres placent la célèbre marque en pole position dans le cœur des amoureux de belle mécanique, y compris dans celui de l'organisateur du précieux salon, qui prolonge ainsi les fêtes de Noël. Oui, je pense que ce salon doit procurer, un peu comme pendant les fêtes, un moment de rêve à tous les visiteurs. Cette année, je pense que nous avons fait assez fort, puisque nous avons choisi la marque Bugatti, qui est quand même une marque mythique. Beaucoup de gens pensent que c'est une marque italienne, alors que c'est une marque pure et dure française. Et effectivement, je pense que le public apprécie pleinement, même si beaucoup de gens ne savent pas très bien ce que représente cette marque. C'est quand même un nom qui sonne bien. Et quand ils sont là, franchement, ils ne peuvent pas être déçus. 8 perles de mécanique étaient ainsi réunies et le regard des visiteurs en disait long sur l'émotion ressentie. Les exposants propriétaires n'échappaient pas à la vague de nostalgie, comme Eric Cooks, auteur de la réplique de l'unique exemplaire au monde existant du Roadster 57S de 1937. De son côté, le club Nîmoto Rétro, fidèle au salon depuis une décennie, mettait un point d'honneur à être présent pour souffler la bougie d'anniversaire. Au rayon des nouveautés, on notait la présence de vélos anciens présentés par les membres passionnés et costumés de la pédale d'antan huchaudoise. Des modèles riches d'originalité et de l'esprit inventif de nos aïeux trônaient en dignes ambassadeurs de ce que le génie humain s'apprêtait à mettre en œuvre.
Les 2 roues motorisées n'étaient pas en reste grâce entre autres aux vieilles gloires de Caveyrac qui présentaient une vingtaine de motos françaises toutes roulantes et en parfait état, ainsi qu'au Ducati Demo Owners Club de Nîmes qui présentait une collection de gros monocylindres. Un salon en hommage à un constructeur de talent qui prétendait que rien n'est jamais trop beau. Ils ont été nombreux cette année à s'en rendre compte. Et on se demande bien qu'est-ce que va pouvoir trouver l'organisateur pour faire encore mieux l'année prochaine, mais c'est de mieux en mieux chaque année. C'est la question qui se pose à chaque fin de salon pour le suivant. C'est le challenge, mais là, bravo, très belle manifestation. On aura l'occasion de revoir ces images, bien sûr, sur l'antenne de Télémiroir. L'association Courant d'Art organisait le dimanche 11 janvier 2009 la première bourse au papier de l'année. Le 2e dimanche de chaque mois, la brasserie de la Grande Bourse propose des rencontres qui ont lieu entre artistes et publics. Eliane Serriès, artiste peintre, et Marcel Pia, photographe, ont eu les honneurs de ces amicales confrontations. Un reportage de Nicolas Pinchino et Alain Belon. Ce dimanche, Eliane Serriès, artiste peintre, et Marcel Pia, photographe, étaient à l'honneur pour la première bourse au papier de l'année. Pour les organisateurs, l'année 2009 sera riche en activités. Cette année s'annonce bien, avec quand même pas mal d'activités. Le rythme mensuel, 2e dimanche de chaque mois, des bourses au papier. Nous permettons au public qui vient à la Grande Bourse de rencontrer 2 ou 3 artistes. C'est l'occasion de discuter avec eux, peut-être d'acquérir, puisque ça s'appelle bourse au papier, certains papiers à des prix très abordables. La bourse au papier, le principe, c'est d'offrir un travail qui n'est pas tout à fait abouti, donc des travaux d'atelier, donc des travaux qui sont, comment dire, que tout le monde peut s'offrir en fait. Donc c'est ça qui est intéressant aussi. 50 ans de photos. Voilà, 50 ans de photos. Il y en a certaines que j'ai prises il y a 20 ans. Vous vous souvenez de toutes les histoires de chaque photo? Pratiquement oui, pratiquement oui. Et il y en a un plein placard. Hein. On discute un peu, comme ça fait revenir un peu le passé. L'association organise d'autres expositions dans Nîmes, dont l'une est un événement. Nous organisons une fois tous les 2 ans une exposition collective. Nous vous donnons rendez-vous le 30 janvier de ce mois-ci pour le vernissage à la chapelle des Jésuites à Nîmes d'une exposition qui s'appelle Demain, ombre ou lumière. Seront présents 24 artistes de l'association. Ils exposeront leurs créations pendant tout le mois de février. Peut-être Philippe, pour terminer, un rappel du programme du président Nicolas Sarkozy demain à Nîmes. Oui, alors dès 11h à Carré d'Art, le président de la République adressera ses vœux au monde de la culture. Il visitera ensuite la collection permanente du musée d'art contemporain. Il se rendra pour finir en mairie de Nîmes pour se voir remettre des mains du sénateur-maire de Nîmes, Jean-Paul Fournier, son rapport sur le risque inondation de la capitale gardoise. Risque inondation sur les ruissellements en milieu urbain, pour être précis. La dénomination exacte, on vous la retrouvera pour demain. Mais en tout cas, voilà le thème de ce rapport attendu depuis pas mal de temps. Et effectivement, Jean-Paul Fournier avait annoncé qu'il profiterait de la visite de Nicolas Sarkozy pour le lui remettre en main propre. Merci Philippe pour ce journal. À suivre du Carrousel avec le meilleur de Télémiroir. Et puis à 21h, un match. Alors, pas beaucoup de matchs à se mettre sous la dent en ce moment, mais donc on vous a ressorti une victoire, celle des Arlésiens. C'était lors de la réception de Passy-sur-Eure, c'était en décembre, en championnat national, bien sûr. Merci Philippe, merci à vous tous de nous avoir suivis. À très très bientôt sur Télémiroir.